Bienvenue dans les chemins de traverse, émission proposée par TV9 Mercantour, où nous visitons des villages et faisons des balades. Aujourd'hui, nous sommes à Saint-Étienne-de-Tinée. Allons voir Micheline Faure qui est toujours à notre disposition pour compter son village. Les origines du village. Alors les origines du village, il faut savoir que Saint-Étienne existait déjà du temps des Romains. Saint-Étienne à l'époque s'appelait Delian Sunlis, ça voulait dire Diane entourée des eaux. Et puis ensuite nous avons fait partie du comté de Provence. Le comté de Provence jusqu'en 1388 où nous sommes devenus comté de Savoie. Nous avons fait partie du comté de Savoie. Et ce jusqu'en 1860, où le comté de Nice et le comté de Savoie ont été rattachés à la France. Il faut savoir que dans Saint-Étienne, notre histoire locale est très rattachée à l'histoire de la Savoie. Pour commencer, si vous regardez nos armoiries sont de 2 croix blanches sur fond rouge. Le duc de Savoie faisait l'honneur quelquefois à un village de lui laisser porter ses armoiries, condition quand même qu'elles soient légèrement différentes par rapport au sien. C'est pour ça que nous avons 2 petites croix blanches sur fond rouge au lieu d'avoir la grande. Même à l'origine, bien sûr, c'était 2 croix argentées. Commençons la visite par le magnifique clocher qui est au centre du village. Oui, il y a une voiture, voilà. Alors, on est au pied du clocher et là, il y a la pierre... La construction du clocher. Alors, le clocher de Saint-Étienne, la base du clocher de Saint-Étienne date de 1246. À cette époque-là, nous faisions partie du comté de Provence et nous avions droit aux lices de France puisque le comte de Provence la comtesse de Provence, était mariée au comte d'Anjou. Par conséquent, sur le clocher, les signes ont signé, ça ne veut pas dire mettre des dates, mais ça veut dire mettre des signes. Par conséquent, ici, on voit bien notre lys de France, enfin on voit bien l'époque. Montrez-moi avec le doigt, voilà. Ouais. Voilà, alors on voit le lys de France ici, on voit le compas des compagnons des Tours de France qui ont réalisé cette œuvre. Et si on regarde bien ici, on voit un petit poisson qui est un des symboles de la religion chrétienne. Alors, le clocher date donc de 1246. À l'origine, c'était une tour de garde. On l'appelait Touris Major. Puis en 1659, on a décidé d'en faire le campanile. On a donc ajouté la pointe, les 4 clochetons, les gargouilles. Alors la date de 1492 qu'on voit sur la base du clocher, c'est une date de réparation. Notre clocher, c'est un roman lombard. Et en 1659, donc, quand on a fait de la tour de garde le clocher, on a obstrué certaines fenêtres afin que les cloches n'ébranlent pas l'édifice. Tout en haut aussi, nous avons une boule. Tout en haut du clocher, il y a une boule avec le coq qui nous donne la météo, qui est très précis. Et dans la boule, il paraît que dans la boule, quand M. Delfabro, en 1947, le papa Delfabro, a réparé le clocher, le maire de l'époque, qui était Bernard Issautier, a mis un papier qui raconte l'histoire de notre village. Pas trop commode pour aller le lire, mais bon, c'est très bien comme ça. Nous voici devant la chapelle des Pénitents Blancs que nous visiterons tout à l'heure, qui est une chapelle de style baroque du XVIIe siècle. Pour le moment, on admire un des cadrans solaires de Saint-Étienne qui s'y trouve dessus. Ce cadran dit, le soleil nous dit, je vais et je viens chaque jour, et toi tu t'en vas pour ne jamais revenir. Quelques belles portes du village. Donc
devant une maison du XVIIIe siècle, qui est une maison de particuliers, ce qui était très rare à l'époque pour des particuliers d'avoir des maisons peintes. On retrouve ça beaucoup chez les religieux, mais très peu chez les particuliers. Il s'agit d'une maison de notables, les notables Fabry. Alors d'un côté, vous voyez Saint-Sébastien qui est en train de tenir dans sa main le blason des Fabry. De l'autre côté, nous avons une Marie-Madeleine, un cadran solaire au-dessus. Et puis en bas, nous avons une très belle Annonciation. Cette maison a été restaurée en 1987 par M. Sepa qui fait toutes les restaurations des Alpes-Maritimes. L'escalier, la cage d'escalier de cette maison est aussi classée. Nous voici dans le vieux quartier de Saint-Étienne où l'on remarque particulièrement ici une très belle porte. On en a fait toute une série en venant jusqu'ici. Comme vous pouvez le remarquer, toutes les portes de Saint-Étienne sont entourées de pierres de tuf. Et ici, nous avons une petite particularité, c'est sur ce tuf, il y a différentes couleurs d'origine qui ressortent très bien. Au-dessus de la porte, nous avons une Vierge. Une Vierge qui a été bien sûr restaurée il y a quelques années aussi par Monsieur Sepa, et une Vierge qui est un peu particulière parce que c'est une Vierge à 4 tiares. Tiare, ça veut dire 3. Ben, nous, on ne fait pas comme tout le monde. Vous voyez que la maison a été mise sous la protection de Saint-Michel dans les années 1720. C'est aussi une maison de particuliers. Et dans ce quartier, donc, on remarque comment Saint-Étienne était bâti. Presque toutes les maisons à l'époque étaient en pierre, on le voit bien. On va voir tout à l'heure d'autres maisons du XVIIe siècle où on va voir exactement comment Saint-Étienne était fait. Vous voyez ici une série de maisons qui sont accolées les unes aux autres. Comme vous pouvez le remarquer sur la hauteur des maisons, nous avons les grues qui communiquent et qui servaient de dépôt à foin. C'est un peu quelque part ce qui a fait le malheur de Saint-Étienne en 1929 dans la rue Droite, puisque c'est par ces greniers que le feu s'est propagé dans tout Saint-Étienne. Vous voyez aussi qu'on n'avait pas trop, quand on remarque donc cette rue, on voit aussi qu'on n'avait pas trop le compas dans l'œil parce que regardez comme les maisons ne sont pas alignées et ont vraiment sont particulières. Sur la partie en bas ici, en face de nous, on voit ce qui était autrefois un étal de boucher. Un étal de boucher. Il se présente comme Nous voici dans le quartier où réside l'âme de Saint-Étienne. Nous sommes devant une maison qui est une maison de paysans du XVIIe siècle et qui nous montre totalement ce qu'était le village autrefois. Comme vous pouvez le remarquer, les maisons étaient très étroites et hautes. Alors sur la partie inférieure de la maison, le perron a un petit peu souffert, évidemment. Il faudrait faire une grande enjambée. Ce sont des pierres de Latiné. On retrouve l'encadrement avec les pierres en tuf. Et puis vous voyez que la maison est faite en pierre de Latiné. Alors on faisait les maisons comme ça en pierre de Latiné. On passait une espèce d'enduit à la chaux dessus. Il y a de toutes petites ouvertures parce que bien sûr on craignait le froid.
Donc, où on a encore, bien entendu, le pavage à l'ancienne. Une jolie visite dans le quartier du Planet, qui est un des quartiers aussi les plus anciens de Saint-Étienne. Vous voyez que on remarque tout au fond une maison qui est encore une maison ancienne. On peut remarquer aussi dans ce Planet les 3 toits qui sont à Saint-Étienne, c'est-à-dire les vieux toits en tôle, hein, et puis le toit en bardeau de mélèze et le toit en bacassier. Là, on retrouve les 3 toits que l'on trouve sur Saint-Étienne. Le Planet a été construit en demi-arrondi, si vous voulez. Et devant nous, tous les petits jardins qu'on voit sont des jardins morcelés qui appartiennent à chacun des propriétaires du quartier. Ici, une maison très originale avec un arbre qui a poussé dedans. Nous sommes dans la magnifique chapelle baroque des Trinitaires, qui est là une chapelle contemporaine de l'église Saint-Pierre d'Isola. Les Trinitaires a une grande importance pour les gens de Saint-Étienne parce que c'est en quelque sorte notre chapelle historique. Il faut savoir que cette chapelle d'ailleurs a été construite, donc c'est une chapelle de la fin du XVIIe siècle, une année sans neige. À l'époque, les gens ne savaient pas trop quoi faire quand il n'y avait pas de neige. Et tous les Stéphanois, ainsi que leurs enfants, qui aimaient beaucoup les Trinitaires, ont aidé donc pendant cet hiver sans neige à construire cette magnifique chapelle. Les Trinitaires, l'ordre des Trinitaires a été créé en 1198 par Saint Jean de Mata, qui était originaire de Faucon-les-Barcelonnettes, de l'autre côté du col de la Moutière. Saint Jean de Mata était le fils du seigneur de Faucon, qui avait des terres sur Saint-Étienne et beaucoup plus bas dans la vallée de la Tinée. Saint Jean de Mata a eu une vision qui est représentée sur le maître-autel. Il a vu un ange qui enlevait les chaînes à un esclave blanc et un esclave noir. Il a donc décidé que l'ordre des Trinitaires servirait à racheter les esclaves chrétiens aux musulmans. Et chez nous, on ne sait plus qui étaient les Trinitaires. Alors, il faut savoir que les Trinitaires, aujourd'hui, sont 1000 dispersés dans le monde entier et que, notamment, ils œuvrent dans les parties les plus difficiles du monde. Les Trinitaires aussi sont dans des pays où ils ramassent les niños sur les tas d'ordures pour leur prodiguer un enseignement, etc. Et aujourd'hui, encore au XXIe siècle, il faut le savoir, les Trinitaires rachètent des esclaves chrétiens dans le monde. Il faut savoir que les Trinitaires ont été très importants pour les gens de Saint-Étienne parce qu'au XVIIe siècle, les Trinitaires, notamment, prodiguaient un enseignement secondaire aux jeunes gens de Saint-Étienne avec les langues qui n'étaient bien sûr ni l'anglais ni l'allemand, mais le grec et le latin. Et c'est l'enseignement justement gratuit des Trinitaires près des jeunes gens de Saint-Étienne qui a fait qu'en quelque sorte nous sommes devenus la pépinière des prêtres des Alpes-Maritimes. Et c'est ce qui a fait aussi que beaucoup de notables sont sortis de Saint-Étienne. Vivaient ici ceux qui ne disaient pas la messe, l'écoutaient de chaque côté du chœur. Une porte les reliait directement à leurs appartements. Alors, nous sommes ici devant la magnifique fresque de la bataille de Lépante. Il faut savoir que cette bataille de Lépante a eu lieu en 1571 et que la France n'a pas participé à la bataille de Lépante.
Cette bataille de l'Épante donc de 1571 est très importante, on en parle beaucoup cette année, notamment depuis que les Turcs ont demandé à rentrer dans l'Europe, on en parle beaucoup sur toutes les chaînes historiques. Donc je vous disais on voit les galères chrétiennes qui sont, d'un côté nous voyons les galères chrétiennes avec le drapeau du comté de Savoie, de l'autre côté nous voyons les galères des barbaresques qui sont donc des galères turques. Cette bataille de l'Épante a fait plus de 16 000 morts. Alors vous voyez ici sur ce panneau Don Juan d'Autriche qui était à la tête de cette bataille de l'Épante. Don Juan d'Autriche qui était un fils naturel, qui est en train de faire un vœu près des pères trinitaires avant d'aller en prendre le commandement. Sur le panneau suivant, sur ma gauche, vous voyez Don Juan d'Autriche, donc prêt à s'embarquer, qui est en compagnie de quelqu'un que l'on connaît bien, Michel de Cervantes, l'auteur de Don Quichotte, Michel de Cervantes, qu'on appelle aussi le manchot de la bataille de l'Épante. Il faut savoir aussi que quelques années donc après cette bataille de l'Épante, Michel de Cervantes a été prisonnier des barbaresques et que ce sont les Trinitaires qui l'ont racheté. Et parmi le groupe de Trinitaires qui sont allés le racheter, se trouvaient des Trinitaires de chez nous, de Saint-Étienne. Alors voici donc ce rétable magnifique de style baroque qui date de 1747. Au-dessus, nous avons le Xe siècle et nos deux Trinitaires, donc Saint-Jean de Matha sur la partie ici et Saint-Félix de Valois sur l'autre partie, deux statues toujours en bois doré à la feuille du XVIIe siècle. Et puis au-dessus, la très belle image de la vision de Saint-Jean de Matha où on voit l'ange qui enlève les chaînes à l'esclave blanc et à l'esclave noir. Ce maître-autel a été fait à l'époque par des artistes de la même facture que ceux qui faisaient au temps de Louis XIV ce que l'on appelait les plaisirs du roi. C'est une œuvre très importante. Et si vous regardez au-dessus et au-dessous de chaque statue, on trouve notamment la facture donc, de cette époque dans les visages des deux angelots qui se présentent au-dessus et au-dessous de chaque statue. Pour terminer, on parlera dans cette chapelle, je vous présenterai le motif de la croix des Trinitaires qui se trouve tout au fond de la chapelle. On voit la croix rouge et bleue qui représente le sang et l'eau qui sortent du côté du Christ, la Passion. Les Trinitaires ont choisi deux cerfs pour présenter leur motif sculpté de la croix des Trinitaires parce que leur maison natale se trouvait à Cerfroid dans l'Aisne. Et vous voyez qu'un certain nombre de lys s'entourent dans la croix des Trinitaires. Il faut savoir que ce sont les Trinitaires qui ont racheté le roi Saint-Louis quand il a été prisonnier des barbaresques et qu'à cette occasion, il leur a permis de mettre un certain nombre de lys sur leur blason. Alors nous voici dans la rue Longue de Saint-Étienne qui en quelque sorte est la rue des notables de Saint-Étienne puisqu'autrefois il y avait des maisons de notables et beaucoup de maisons de religieux. Pour commencer, la maison que l'on voit dans notre champ, là-bas, qui a été refaite, elle a été refaite sur un des terrains qui appartenait aux Trinitaires au XIIIe siècle. Les Trinitaires avaient leur couvent ici. La petite rue, d'ailleurs, qui descend, qui rejoint devant cette maison, qui descend jusqu'au boulevard de Stessol, s'appelle Descente Folcoara. Folcoara, c'était un des ministres des Trinitaires. Alors cette maison, ici, de la rue de la Paix, à l'origine était une maison de congrégation religieuse. La porte que l'on voit là a été classée par Paris, pas par les Alpes-Maritimes, pour Paris. C'est une véritable petite merveille. Nous sommes devant la maison qui est la plus ancienne de Saint-Étienne parce que comme vous pouvez le remarquer, c'est la seule maison qui a une entrée de style gothique. C'était une maison de religieux et la tradition orale, je dis bien la tradition orale, dit que la maison, sur l'Espagnol, une armée d'Espagnols ont envahi Saint-Étienne et quand ils sont arrivés, ils sont passés sous ce porche. Ça a dû tellement impressionner les gens de Saint-Étienne de voir arriver tous ces étrangers, ces militaires étrangers,
ces Espagnols arrivés de l'Aragon que le nom est resté. C'est le porche d'Aragon. Alors nous voici donc devant l'entrée de notre belle église paroissiale. L'église paroissiale de Saint-Étienne. Étienne, Stéphane, c'est le même prénom. C'est pour cela que sont apposées des couronnes sur la façade extérieure de l'église. Comme vous pouvez le remarquer, nous avons une église qui est immense pour un village comme le nôtre. Il faut savoir qu'au XVIIe siècle, nous avions une population de plus de 4000 habitants, que nous étions la troisième bourgade des Alpes-Maritimes, derrière Nice et Sospel au point de vue population, et que bien évidemment tout le monde allait à la messe, qu'il fallait une vaste église pour contenir tout notre monde. Notre église est un petit peu particulière, elle est le reflet de notre histoire locale. Tout d'abord, vous pouvez remarquer que le chœur est de style gothique. Le rétable, lui, est de style baroque qui date de 1747. C'est une petite merveille dans le genre. Sur un côté du rétable, vous avez Saint-Étienne. Étienne, Stéphane, c'est le même prénom et ça signifie le couronné. C'est pour cela que sur les façades extérieures de l'église se trouvent des couronnes apposées. Et de l'autre côté, qui est très cher au cœur des Stéphanois, c'est Saint François de Sales. Saint François de Sales a fait le tour des diocèses de Savoie après le concile de Trente et a demandé, si vous voulez, c'est un précurseur du baroque, il a demandé que l'on reconstruise des églises nouvelles pour avoir une nouvelle approche avec Dieu. Saint François de Sales est venu jusqu'à nous, il a séjourné dans notre Saint-Étienne dans les années 1622. Notre église a subi plusieurs incendies, et notamment un incendie célèbre sur notre histoire locale, les guerres de religion en 1594. Le capitaine Lesguidière, qui était à la tête d'une troupe de huguenots, a envahi Saint-Étienne, a envahi plusieurs villages savoyards, et a envahi Saint-Étienne, et le comte de Beuil, que l'on connaît bien dans les Alpes-Maritimes, tristement célèbre dans les Alpes-Maritimes pour ses méfaits, afin de déloger les troupes de Lesdiguières, a demandé que l'on mette le feu au village. Et bien entendu, l'église y a brûlé aussi, et une partie de l'église a brûlé également en 1929 lors de l'incendie accidentel, donc qui a fait de très gros dégâts. Alors ce qui est surtout à voir dans notre église, c'est notamment l'autel de la Vierge, où nous avons une très belle décoration tout autour de la Vierge dorée à la feuille du XVIIIe siècle, où on a le rosaire qui nous est raconté, sur bois doré et bois argenté. Sur la partie gauche, en bas, on voit l'Annonciation, puis la visite, la crèche, la présentation au temple, Jésus perdu et retrouvé au temple à l'âge de 12 ans, et puis toute la passion jusqu'à la résurrection. On voit ensuite l'Ascension, Pentecôte, l'Assomption et enfin le couronnement de la Vierge. C'est justement de très bel autel de la Vierge, nous avons l'autel de Saint-Joseph. L'autel de Saint-Joseph où l'on voit un très beau tableau de la mort de Saint-Joseph. Il faut savoir qu'il y a une trentaine d'années encore, quand c'était les religieuses qui dirigeaient l'hôpital de Saint-Étienne, quand l'on arrivait dans l'église et qu'on voyait une petite bougie devant Saint-Joseph, on savait que quelqu'un était en train de mourir dans le village et qu'on lui demandait de l'aider à s'endormir dans la paix. Alors nous avons aussi dans notre église une série de magnifiques tableaux du XVIIIe siècle. Quand vous visiterez notre église, sous chaque tableau est indiqué ce qu'il représente. Et puisque nous sommes dans les tableaux, tout dessous les tableaux, vous voyez notre chemin de croix qui est tout à fait particulier. Notre chemin de croix, il n'a qu'une trentaine d'années. Il a été fait par les artistes et artisans de Saint-Étienne. Chacun a fait une station selon son art et bien sûr selon son cœur. Nous n'allons pas quitter l'église sans parler bien sûr de notre orgue magnifique, notre orgue qui date de 1829 et qui est de facture Agatti.
Il a été restauré, cet orgue, par maître 197, maître Formantel, qui vient de Vérone et qui a fait en sorte que l'on puisse entendre la sonorité de cet instrument de musique comme à son origine. Là, nous sommes dans un musée qui est dans l'église. Nous sommes dans le musée religieux de Saint-Étienne où nous avons rassemblé un certain nombre de pièces importantes qui a fait la vie de notre paroisse et la vie de notre village, puisqu'on retrouve aussi le mécanisme de l'horloge ancienne. L'horloge de Saint-Étienne avait été offerte par monsieur Bischoffein, on dit Bischoffein dans la région, qui s'était présenté comme député sur la circonscription de Puget-Théniers. Et dans les différents villages où il s'était présenté, il avait fait donc plusieurs cadeaux. À Saint-Étienne, on avait eu l'horloge, le grand lampadaire de l'église et la fontaine qui est devant l'église et qui porte ce nom. Alors, l'horloge de Saint-Étienne a fonctionné pendant un certain nombre d'années, pendant plus de 50 ans. L'horloge a été remontée par l'horloger du village, qui était mon grand-père. Mon grand-père, après la guerre de 14, comme beaucoup de blessés de guerre, était allé apprendre l'horlogerie au musée de Cluse en Haute-Savoie. Et il a été l'horloger de toute la vallée de la Tinée, en fait. C'était aussi un horloger d'édifice public. On remontait l'horloge une fois par semaine et il faisait en sorte que l'horloge soit très précise, puisqu'à 1 minute de différence, on venait remettre l'horloge à l'heure. Quand il montait dans le clocher, d'ailleurs, souvent, il prenait les hirondelles qui étaient malades, les ramenait à la maison, on les soignait et il revenait les mettre dans le clocher. D'accord. Une petite question sur les noms. J'ai vu qu'il y a beaucoup de Fabre, Fabron, Fabry. Est-ce que ça veut dire quelque chose? Alors oui, bien sûr. Le nom Fabron, je crois que c'est le premier nom de Saint-Étienne. Fabre et Fabry, ce sont les noms que l'on rencontre chez nous. On rencontre Fabre aussi en Provence. On rencontre Fort dans le Briançonnais et Favre en Savoie. Et ça veut dire tout la même chose. Ça veut tout dire la même chose. Ça veut dire le maréchal Ferrand. Un instrument qui nous vient du Piémont, qui s'appelle une tarabaculo. On s'en sert comme on se servait de la crécelle, en fait, la semaine sainte, pour annoncer les messes quand les cloches sont dites à Rome. Toujours dans les choses un petit peu particulières de notre musée, nous avons aussi l'hostillier. L'hostillier qui servait à faire 2 hosties pour le prêtre, une toute petite pour le fidèle, et l'hostie marchait exactement sur le même principe que le gaufrier. Et puis on avait également les emporte-pièces pour découper les petites hosties pour les fidèles. Alors ici on est sur la placette des mules, qui s'est aussi appelée placette Marlène. Probablement qu'une jolie Marlène avait laissé son prénom. C'était le centre du village autrefois, parce que c'était l'endroit où les jours de foire, les gens de la campagne, des hameaux, venaient attacher donc leurs mules, d'où le nom de placette des mules. On dit d'ailleurs quelquefois que le soir, quand les affaires de la foire avaient été bonnes, on chargeait la personne sur la charrette et le mulet connaissait le chemin par cœur pour repartir vers sa destination. Tout autour de cette placette, autrefois, c'était des restaurants. Et puis, c'était aussi l'endroit où, quand il venait le matelassier, ou quand il y avait les tameurs, où les choses se faisaient donc sur cette placette. Le matelassier venait 1 fois par an, il s'installait là avec sa machine à coudre, il refaisait tous les matelas de Saint-Étienne. Et sur un très beau livre qui s'appelle Sillon, on voit devant la maison, là-bas, l'étameur qui est en train donc de refaire, d'étamer un cuivre avec un monsieur qui s'appelait Petit Louis, qui était monsieur Ferréron, et donc ça remonte à pas mal d'années. On ne va pas dire pas mal de siècles, mais quand même au début du siècle dernier.
toujours dans la rue Longue, devant la deuxième maison des notables Fabry. C'est une maison qui est tout à fait particulière, c'est la maison donc avec les têtes grimaçantes, puisque je crois qu'on trouve ce genre de décoration sur le palais Lascaris et sur la maison de la Bourse à Saint-François-de-Paul. La maison Fabry, donc, on voit entre les deux fenêtres, entre la fenêtre du premier étage et la fenêtre du deuxième étage, le blason des Fabry, le lion traversé. Et puis, au deuxième étage, on peut remarquer que la fenêtre est du XVIIIe siècle, tout avec les petits carreaux, elle est d'origine. Et bien sûr, avant, au lieu d'avoir des volets à l'extérieur, on les avait à l'intérieur. Donc, on fermait ces volets de l'intérieur. C'est un petit clin d'œil donc au XVIIIe siècle. Cette maison donc a été la maison des Fabry et puis est devenue, c'est une maison de 17e, là il y a la date 1646, et puis est devenue un couvent de religieuses tertiaires qui dépendait de Vintimille. Ces religieuses sont parties donc au moment de la Révolution. Ici gravé au-dessus d'une porte les insignes d'un maréchal ferrant. Allons visiter la chapelle des Pénitents. Ici, donc, nous sommes dans la chapelle des pénitents. Les pénitents, il y a des noirs et des blancs, il y a une différence? Alors, à Saint-Étienne, il y a deux confréries de pénitents au Moyen-Âge, les pénitents blancs et les pénitents noirs. À l'origine, les pénitents blancs s'occupaient plus particulièrement du social, alors que les pénitents noirs, bien sûr, s'occupaient des funérailles. Chaque confrérie de pénitents a sa chapelle et chaque confrérie de pénitents a ses saints protecteurs. En ce qui concerne la chapelle d'ici où nous sommes, c'est Notre-Dame du Mont-Carmel et la Sainte-Croix. Et c'est la chapelle des pénitents blancs ou noirs? La chapelle des pénitents blancs. C'est une jolie chapelle, un joli petit bijou du XVIIe siècle, une chapelle de style baroque qui a été restaurée il y a quelques années par Pierre Testu. Et donc voici le magnifique résultat. Sur la partie qui est face à nous, nous avons bien entendu le rétable. C'est cette partie ici de la chapelle est la partie la plus importante. Elle date de 1640, c'est-à-dire le chœur, la sacristie et la claustre qui sert de salle de réunion aux pénitents date de 1640, alors que la partie qui est rattachée, qui est toujours du XVIIe siècle, date d'un petit peu plus tard. Sur la partie du rétable, nous avons une scène de style baroque avec un dieu en bois doré à la feuille, vous voyez qu'il y a un peu le style d'un mandarin qui a de grandes mains, et toute la décoration est articulée autour de ce dieu. On voit les colonnes flottantes qui sont des colonnes qui sont en stuc et qui pèsent des tonnes. C'est le même principe que dans la cathédrale Sainte-Réparate. On voit de chaque côté des colonnes de la dorure à la feuille qui a été refaite, le tableau qui représente Notre-Dame du Mont-Carmel et la Sainte-Croix, et puis le magnifique manteau donc, qui a été restauré, où l'on voit ce manteau constellé d'étoiles qui est soutenu par deux angelots. Ensuite, si on regarde tout en haut, on voit la croix dans les rayons. C'est le jour de la résurrection, si vous voulez, on peut expliquer ça comme ça. On voit les angelots qui soufflent sur les flammes de l'enfer et on voit tous les gens de Saint-Étienne qui sont en train de ressortir de leur tombeau. C'est une décoration et qui existait donc au moment où la chapelle donc, a été peinte. Ce qui ne veut pas dire que les peintures soient du XVIIe siècle. Alors la coupole nous fait voir qu'on est en plein dans le style baroque. Sur cette coupole, on voit les colonnes toscanes et puis le Saint-Esprit qui est au centre des rayons. Et puis autour de la coupole, ce qui est très important, on retrouve tout ce qui a été la passion du Christ. On voit les instruments qui ont servi donc à crucifier le Christ, le coq du reniement de Saint-Pierre,
la chasuble du Christ qui a été rachetée au dé par les soldats, le suaire dont Sainte Véronique a essuyé le visage du Christ, et puis d'autres choses très intéressantes. La main, par exemple, qui a giflé le Christ lors de la Passion. Enfin, on est dans la chapelle de la... Il était normal qu'à l'origine, toutes les peintures qui sont là représentent la Passion du Christ. Une autre très jolie chapelle, la chapelle Saint-Sébastien à l'entrée du village. Que vous pouvez me dire sur la chapelle, donc cette chapelle? Alors cette chapelle se trouve à l'entrée ancienne du village. C'est la chapelle Saint-Sébastien. La chapelle date des années 1492. Les fresques de cette chapelle Saint-Sébastien sont très importantes puisqu'elles ont été réalisées par deux peintres célèbres, Canavesio et Baleisoni. Cette chapelle a été construite à l'entrée du village ou à la sortie du village, selon où l'on se trouve, pour protéger les gens du village de la peste. Et en ce qui concerne Saint-Sébastien, pour protéger les gens qui s'en allaient en voyage, ce qui bien sûr à l'époque était assez périlleux. Oui, en plus je crois que Saint-Sébastien était réputé pour être un antipesteux, non? Saint-Sébastien était un antipesteux, donc c'est pour ça que la chapelle a été construite ici. Puis un petit peu plus loin, vous avez une chapelle du XVIIIe siècle, qui est une chapelle, la chapelle de Saint-Roch, qui a exactement Saint-Roch les mêmes fonctions que Saint-Sébastien. Deux précautions valent mieux qu'une. Saint-Roch aussi, il faut le dire, c'est chez nous le patron du conseil municipal. Alors ça c'est le sceau de Balaisonne. Le sceau de Balaisonne, c'est la signature des deux peintres. Ça signifie, vous voyez que les peintres ont terminé leur œuvre, ils ont posé leur pinceau, leur pot de peinture, les deux stylets qui leur ont servi à leur œuvre. Et ça signifie Jean Canavese ou Jean Balaisonne, nous sommes habilités à faire ce genre de travail. C'est en quelque sorte le label de garantie de la chapelle. Dans cette chapelle, il faut dire aussi que nous avons des couleurs dominicaines. Les dominicains sont venus prêcher dans la région en 1490, quand les fresques donc ont été représentées. Et ce qu'ils ont dû dire a dû avoir beaucoup d'importance sur les gens du village, puisque sur une petite fresque comme ça, on retrouve quand même 3 saints dominicains. Regardez ce visage de Saint-Sébastien sous la souffrance, sous la douleur, sous ses coups de bâton. Le peintre a su représenter tout ce qui était en train de se passer en lui. Là, en haut. Alors tout en haut, vous avez le Christ accompagné des deux larrons, de Marie et de Saint Jean. Le donateur qui est à genoux. Le donateur, c'est celui qui payait les fresques. Dans un village comme le nôtre, on passait contrat devant notaire entre le donateur et les peintres, et le donateur, en échange, demandait à être représenté sur la fresque. Sur la fresque du bas, nous trouvons Sainte Catherine de Sienne, puis Marie-Madeleine avec ses longs cheveux, Sainte Anne, accompagnée de Marie et de l'enfant Jésus, Saint-Sébastien, vous avez Saint Jean-Baptiste avec son agneau dans la main qui nous montre avec son doigt, voici l'agneau de Dieu, puis les deux dominicains qui sont Saint Vincent Ferrier d'une part, et Saint Guillaume Arnaud qui à l'époque était le patron des maréchaux ferrants et qui est représenté avec une cuisse de cheval. Alors, on ne peut pas terminer notre balade sans parler des pigeonniers. Les pigeonniers, c'était ce qui était un peu les tours de garde à Saint-Étienne, stratégiques. Donc, on va les voir tout au long de notre petite promenade. On va commencer par celui-là, parce que paraît-il, bon, c'est le pigeonnier de la famille Payan.
paraît-il, c'est un des plus beaux des Alpes-Maritimes. Et le spécialiste des pigeonniers qui est venu me voir il n'y a pas très longtemps m'a fait remarquer que si on imaginait qu'on le mettait à l'envers, ça faisait comme un baldaquin, un ciel de baldaquin de lit. Passer un après-midi donc important à Saint-Étienne, venez me retrouver.